Alors que si on pose la question à l'enfant, est-ce que ta journée s'est bien passée? C'est un petit peu abstrait. Maude Brûlé, professeur des écoles. Alors, le lien entre l'école et la maison est quelque chose de très important parce qu'il montre tout l'intérêt que vous accordez à votre enfant et à ce qui se passe dans sa journée. Donc c'est tout un ensemble de choses, ce n'est pas seulement les apprentissages, mais c'est aussi son vécu personnel et sa vie en mini-société que représente l'école. Alors lorsqu'on rentre le soir, il y a des questions qu'il vaut mieux éviter et des questions qu'il faut favoriser. Et surtout une manière d'aborder les questions avec les enfants. C'est-à-dire que très souvent, les parents posent des questions fermées et on va avoir très souvent des réponses comme oui ou non et on ne va pas obtenir les réponses attendues. Donc important de poser des questions ouvertes déjà dans un premier temps et puis de poser des questions qui vont donner du sens pour l'enfant. Alors que si on pose la question à l'enfant, est-ce que ta journée s'est bien passée? C'est un petit peu abstrait en fonction de l'âge de l'enfant. Donc il y a vraiment ce genre de questions à éviter. Et éviter aussi les questions qui sont un petit peu agressives pour l'enfant, surtout quand il grandit, du genre comment s'est passée ton évaluation de maths? C'est assez brusque pour un enfant qui a besoin d'abord que vous vous intéressiez à tout ce qu'il a vécu dans la journée, donc à savoir comment il a senti sa journée. Donc peut-être favoriser des questions du genre quelle est ton humeur en sortant de l'école? Est-ce que tu t'es senti bien avec tes camarades? Avec qui as-tu joué à la récréation? Et après orienter même par exemple sur ce qu'ils ont pu manger le midi à la cantine. Donc la petite astuce, parce que très souvent si vous demandez à un enfant qu'est-ce que tu as mangé ce midi, ça sera la même réponse que qu'est-ce que tu as fait ce midi, qui est aussi, enfin qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, pardon, qui est aussi à éviter. Il va vous dire je ne sais pas et je ne me souviens pas. Donc des questions plus orientées. Alors pour cela, petite astuce, essayez de vous munir du menu de cantine du mois ou de la semaine en fonction de l'école, de la crèche ou de l'école maternelle. Et orientez votre question. Est-ce que les patates douces ce midi étaient accompagnées de fruits à pain ou est-ce qu'elles étaient toutes seules? Est-ce que tu as mangé des concombres en entrée? Pendant la récréation, avec qui as-tu joué? Est-ce que vous vous êtes amusé à chat perché, etc. Donc vraiment ouvrir les questions pour avoir un maximum de réponses et que l'enfant se sente en confiance et qu'il sente l'intérêt que vous lui montrez. Alors, pour faire un petit retour sur ce qu'on vient de dire déjà par rapport aux questions, c'est important quand on sort de l'école de savoir dans quel état est votre enfant, dans quel état d'esprit il se trouve. Et ce qui est sûr, c'est quel que soit l'état d'esprit dans lequel il se trouve, il aura besoin d'un vrai temps de pause, un vrai temps de coupure. De la même façon que vous, quand vous sortez du travail, vous n'avez pas forcément envie de rester dans l'état d'esprit dans lequel vous étiez. L'enfant a lui aussi besoin de couper. Donc peut-être que vous lui parliez d'autre chose quand vous rentrez dans la voiture, que vous écoutiez de la musique ensemble, que vous discutiez de ce qui va se passer plus tard. Donc il y a vraiment besoin de minimum 45 minutes de coupure entre le moment de l'école et la mise au travail, les devoirs. C'est un temps qui doit être ritualisé. Alors c'est vrai que si vous avez un temps court de trajet, c'est plus facile à mettre en place, c'est 45 minutes de coupure. On rentre, on se lave les mains, on se douche, on prend un petit goûter, on joue ensemble et ensuite on se met au travail. Si le temps de trajet est long ou si l'enfant est resté plus longtemps à l'école, là bien évidemment il va falloir adapter. Si vous restez par exemple 45 minutes sur votre trajet entre l'école et la maison, au retour à la maison bien sûr vous n'aurez pas le temps de passer 45 minutes à jouer, à discuter, donc peut-être minorer avec 15 minutes de coupure et ensuite on se met au travail. Alors, en cas de refus de l'enfant, justement, il y a plusieurs possibilités. Si c'est un refus ponctuel, il faut peut-être prendre le temps d'essayer de comprendre. Est-ce que c'est un état de fatigue passagère? Est-ce qu'il y a eu une contrariété à l'école? Est-ce que ce qu'il est en train de travailler lui pose un vrai problème? Et donc ne pas hésiter à poser et à revenir dessus, même quitte à ce que ce soit le lendemain. Vous pouvez très bien faire une lecture de la leçon avec lui, l'ancrer le soir avant d'aller se coucher pour que ça ait le temps de faire son travail pendant la nuit, mais ne pas brusquer, ne pas forcer l'enfant. Si c'est un problème qui devient récurrent, là il faut veiller à déjà faire le lien avec la maîtresse et aller s'intéresser à ce qui se passe en classe. Est-ce qu'il y a un souci déjà en classe? Et après vérifier qu'il n'y ait pas de trouble des apprentissages. Donc si par exemple un enfant a un refus catégorique de lire à la maison, il peut très bien cacher un problème de vue,
un problème d'audition ou même un trouble dyslexique ou autre. Donc importance vraiment d'aller vérifier avec des spécialistes, mais dans un premier temps de se rapporter auprès de la maîtresse, voilà, de comprendre ce qui se passe en classe. Alors les méthodes d'apprentissage à la maison, ça reste vraiment pour moi toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on reste dans le jeu. Très important de jouer avec les enfants. Il existe des tonnes de ressources, ne serait-ce que sur internet ou dans les bonnes librairies, où on va avoir différents moyens, par exemple le morpion de la conjugaison, le jeu de loi sur les verbes, peut-être par exemple, tout le monde a joué, je pense plus jeune, au baccalauréat, il peut très bien faire un petit bac des natures de mots. Voilà, c'est très important d'essayer d'aller trouver ce genre de ressources pour pouvoir jouer avec l'enfant si on sent justement qu'il y a des difficultés à être dans le schéma classique de j'apprends ma leçon, je la récite. Voilà. Et ne pas hésiter surtout à chercher quels sont les moyens les plus évidents pour votre enfant d'apprendre. C'est-à-dire que si votre enfant a une tendance à mémoriser par l'audition, ne pas hésiter à lui faire répéter, à lui faire dire dans diverses situations, en se déplaçant, en jouant. Si c'est au contraire à l'écrit, ne pas hésiter à lui faire des petits dessins. C'est une chose qu'on a tendance à oublier. Souvent, on va absolument repasser par de l'écrit pur, mais schématiser avec ce qu'on appelle des cartes mentales, c'est très important pour les enfants. Déjà, c'est eux-mêmes qui les construisent. Ils vont construire leurs dessins, ils vont placer leurs mots, ils vont placer leurs couleurs. Et ça va vraiment donner du sens, ils vont mettre leurs exemples. Donc ne pas hésiter à utiliser cette méthode, même si elle n'est pas utilisée en classe. Ce sont aussi des méthodes qu'on retrouve facilement dans les librairies ou aussi au sein de blogs de professeurs ou de spécialistes de l'éducation. L'environnement de l'enfant pour travailler, c'est très important, mais ce n'est pas forcément à vous de le déterminer. Il faut que vous choisissiez un environnement qui soit propice à son apprentissage à lui et à son bien-être. Alors bien entendu, on ne va pas mettre un enfant au milieu d'un fond sonore extravagant, avec beaucoup trop de force, on va dire. Vous allez privilégier un endroit dans lequel il se sent bien. Donc s'il y a un petit fond vivant, sonore, une ambiance, c'est pas un problème. Mais c'est lui qui va vous dire comment il se sent bien. S'il a besoin d'être allongé pour faire ses devoirs, s'il a besoin d'être sur un tapis, sur un coussin, sur le canapé, ne pas le brimer et juste vérifier qu'effectivement la tâche est réalisée et correctement réalisée dans cette posture-là ou dans cet environnement-là. Il n'y a pas de réelle importance à décider de qui fait les devoirs avec l'enfant. Ce qui est important pour l'enfant, c'est qu'il se sente écouté par les deux parents et que chacun à son tour, on puisse avoir, si on est deux bien entendu, qu'on puisse avoir le temps d'accorder du temps à son enfant. Donc que ce soit toujours papa, toujours maman, n'a pas non plus de conséquences dramatiques. Si toute la semaine maman a le temps et que papa ne l'a pas, ou l'inverse, papa a du temps et maman ne l'a pas, ben, le week-end on essaye de switcher et de faire en sorte que chacun à son tour on puisse s'intéresser au travail de son enfant. Et si dans la semaine les deux parents n'ont malheureusement pas le temps de faire les devoirs avec leur enfant, ce qui arrive, et il ne faut pas culpabiliser pour ça, ne pas hésiter à faire appel à des structures pour vous aider, à quelqu'un qui va prendre en charge les devoirs de l'enfant, mais toujours veiller quand même, quand on rentre le soir, à s'intéresser au travail qui a été fait avec la structure en question ou avec le papy, la mamie, la tati, le tonton qui s'est occupé des devoirs avec l'enfant. Surtout pas hésiter à poser la question, est-ce que tes devoirs se sont déroulés comme d'habitude? Est-ce que vous avez fini dans les 20 minutes qui étaient prévues? Voilà. Et pourquoi pas, même si vous ne rentrez pas trop tard, redemander par exemple à un enfant de faire la lecture qui a été faite précédemment avec l'autre parent, et ça pourra le valoriser parce qu'il aura déjà travaillé. Donc ne pas hésiter des fois à doubler, juste pour le plaisir et pour montrer de l'intérêt. C'est déjà de montrer à l'enfant qu'on accueille avec bienveillance le travail. Même si nous, on a un vécu qui peut être difficile avec les devoirs, parce que c'est souvent le cas des parents, même si l'apprentissage qui est proposé est quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise, montrer qu'on s'y intéresse et prendre le temps avec l'enfant de lire et de découvrir le travail qui est demandé. Donc même si les devoirs écrits sont interdits, il y a toujours au moins des leçons. Vraiment lire avec l'enfant et surtout ne pas passer trop de temps sur les devoirs. Forcer l'enfant, aller à la confrontation et faire s'éterniser des devoirs,
ne semble pas être la meilleure chose à faire. Donc en fonction de l'âge, on adapte le temps. Pour les petits qui sont au CP, on va dire environ 15 minutes. À partir du CE1, CE2, on va orienter vers 25 minutes. Et puis pour les plus grands, finir, on va dire, au primaire, 45 minutes, jusqu'au lycée où on peut pousser à 1 heure complète. Essayez de le faire de façon positive et bienveillante. Donc ça peut être compliqué pour nous, mais essayez de passer déjà par le jeu. L'apprentissage ne se résume pas forcément à ce que l'enfant va ramener comme travail à la maison, les devoirs, à apprendre à connaître. Donc plus vous allez vous intéresser à ce qu'il fait, plus vous saurez ce qu'il connaît, ce qu'il est censé connaître. Et ensuite, ça sera important de jouer avec lui autour de ses apprentissages. Je vous donne un exemple tout simple. Si votre enfant a appris les mesures de contenance, donc les litres, les décilitres, etc., ça peut très bien être adapté dans un jeu où vous allez faire de la pâtisserie avec lui ou un plat. C'est très important de jouer avec l'enfant. Même à l'intérieur d'une classe, c'est important de jouer avec l'enfant pour ancrer les apprentissages. Et donc à la maison, c'est d'autant plus important, surtout si l'enfant a une tendance au refus et à ne pas avoir envie de se mettre à la tâche.